Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Initialement, je m'étais dit que je ne ferais rien sur le Huawei P40 Pro parce que tout simplement, entre un prix qui allait être probablement très élevé, l'absence des services Google, voilà, je m'étais dit que j'allais certainement le zapper. Et puis l'annonce est arrivée, j'ai eu des surprises plutôt agréables, je dois le dire. Et puis au final, j'ai pas pu m'empêcher de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, contrairement à ce que je pouvais imaginer au départ. Ce téléphone, évidemment, on va commencer par le côté design, la connectique, l'aspect extérieur. Et donc on va commencer par le P40, puisque le P40 se distingue des P40 Pro et P40 Pro Plus par la diagonale de son écran. En effet, le P40 a un écran Full HD+, de 6,1 pouces. Et cet écran a la particularité d'être rafraîchi à 60 Hz. Les P40 Pro et P40 Pro Plus ont par contre une dimension différente et un écran différent. Ce sont des téléphones avec une diagonale de 6,58 pouces, écran Full HD. C'est un écran Overflow Display. Cet écran est incurvé sur les 4 bords. Il a un format 19,8 neuvième et c'est un écran qui est rafraîchi à 90 Hz. Ce téléphone, quand on le regarde de face, on ne voit sur le P40 Pro et le Pro Plus que l'écran. C'est finalement une grande dalle puisque on est quasiment, on est sur du borderless, on peut le dire, puisque l'écran est incurvé des 4 côtés. La seule chose qui ressort finalement, c'est ce double poinçon qui est un petit peu disgracieux au premier abord, qui peut surprendre. Alors, il y a évidemment un capteur photo, mais il y a également un capteur TOF pour la profondeur de champ, et il y a également le système de reconnaissance faciale qui est intégré en façade. Ce système de reconnaissance faciale est l'un des plus sécurisés du système Android. Il l'est beaucoup plus que ce que l'on retrouve en général sur les téléphones. Et donc finalement, cette grosse encoche, quelque part, elle trouve sa justification parce qu'elle embarque. Et elle est finalement, je pense, peut-être moins disgracieuse qu'une grosse encoche comme on pouvait avoir sur le Mate 30 Pro initialement. Après, ce sont des questions de goût. Quand on retourne le téléphone, le dos, j'ai commencé par ce qui est évident, ce qui saute aux yeux, c'est ce très gros pavé photo qui devient maintenant une mode qui apparaît de plus en plus. Bon, c'est toujours aussi disgracieux à mon avis, mais c'est quelque chose dans l'air du temps, donc quelque part, au fur et à mesure des téléphones qui sortent, on a l'impression de s'y habituer. Au niveau de la connectique, nous n'avons pas de prise jack, donc là, bon, pas de surprise. C'est de l'USB type C, comme de bien entendu pour ce qui est recharge. À l'image de la façade, le dos est également incurvé sur les 4 côtés. Et au final, il semblerait que cette prise en main soit très bonne, très agréable, que le téléphone tienne bien en main. Je vous parlais de la reconnaissance faciale, mais évidemment, nous avons un capteur d'empreinte optique sous l'écran, sous la face avant. C'est un capteur qui a une plus grande surface, qui a été agrandi, qui est apparemment très réactif. Donc un très très bon capteur a priori, donc il fonctionne très bien. Si on se penche un petit peu sur le côté hardware, on va retrouver le processeur Kirin 990 5G. Alors 5G tout simplement parce qu'il embarque un modem 5G bien évidemment. Ce processeur Kirin 990, on le connaît, il était déjà sur le Mate 30 Pro. Donc c'est un processeur qui est très puissant. C'est un processeur qui fera sans problème tout ce que vous avez envie de faire avec. Je ne pourrais pas vous dire par rapport au Snapdragon 865 où il se situe précisément parce qu'il n'y a pas encore de retour réel sur les comparatifs de ces téléphones. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un processeur très très puissant, donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Le téléphone embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Alors on pourrait dire seulement 8 Go alors que pas mal de téléphones en proposent 12. Sur le papier, il peut paraître un peu moins puissant puisqu'il a moins de RAM, mais finalement, à l'usage, je ne suis pas certain qu'on ressente forcément la différence. Il sera possible d'étendre le stockage natif du téléphone via une nano memory card. C'est en fait un format poussé par Huawei au format nano SIM, enfin l'équivalent du nano SIM. Et donc vous pourrez rajouter 128 ou 256 Go de stockage externe. Donc ça permettra de voir venir quand même assez facilement. Je vous parle de cette possibilité d'extension. Donc je vais vous parler en même temps de la possibilité de mettre 2 cartes nano SIM. Alors, c'est soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une extension de mémoire. Donc vous avez cette possibilité comme on retrouve sur beaucoup de téléphones. Je le précise parce que c'est quand même très rare et là je suis vraiment content que Huawei fasse cet effort. Il y a également la présence d'une eSIM, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Moi je suis très très content de voir cette possibilité sur le téléphone. Nous avons également donc une compatibilité 4G LTE, 5G, donc de ce côté-là Huawei fait vraiment tout ce qui correspond aujourd'hui aux standards que l'on peut attendre d'un téléphone haut de gamme et d'un téléphone haut de gamme que l'on va garder évidemment quelques années.
Pour ce qui est de la capacité de la batterie, le P40 a une batterie de 3800 mAh et le P40 Pro et P40 Pro Plus a une batterie de 4200 mAh. Les trois modèles bénéficient de la supercharge 2.0 à 40 watts. Bon, 40 watts, c'est moins que ce qui se fait chez pas mal de concurrents, mais ça reste malgré tout une capacité très intéressante, ça permet de recharger quand même assez rapidement le téléphone. Vous avez également de la recharge sans fil. Alors la recharge sans fil, elle ne va pas être la même selon les téléphones. Pour les P40 et P40 Pro, elle sera de 27 watts. Pour le P40 Pro Plus, elle sera également de 40 watts, à l'instar de la recharge filaire. Et nous retrouvons également de la recharge rapide inversée. Alors, comme de bien entendu, sur ce type de téléphone, nous retrouvons du Wi-Fi 6. Les P40 Pro et P40 Pro Plus sont certifiés IP68. Le P40, lui, n'est certifié que IP53. Donc comme vous pouvez le voir, quand même, techniquement, c'est vraiment un téléphone très intéressant. C'est pas forcément toujours les éléments les plus puissants qui sont mis, parce que la RAM n'est que de 8 Go, on pourrait s'attendre à en trouver 12, même si à mon avis c'est finalement un choix plutôt judicieux. Nous avons seulement 256 Go, il n'y a pas de version à 512 Go, mais nous avons la possibilité d'extension. Encore une fois, je le répète, via un format propriétaire spécifique. Donc ce sont des cartes qui sont un peu moins faciles à trouver que les extensions habituelles, mais il n'empêche que vous les trouverez facilement sur Amazon par exemple. Donc techniquement, ce téléphone est vraiment, pour moi, au top. Il fait ce qui se fait de mieux. Évidemment, il n'a qu'un écran 90 Hz et pas un 120 Hz, mais ça reste quand même un écran très fluide. Donc j'ai envie de dire que c'est... Huawei fait le choix de faire le juste milieu sur un certain nombre de choses. Et pour moi, il est plutôt très équilibré. J'avoue que c'est une bonne surprise. Et je m'attendais plutôt à trouver des specs peut-être un peu plus encore poussés. Mais évidemment, ça aurait fait gonfler le prix de façon probablement un peu inutile. Donc, ce P40 n'a pas de certification Google. Ce qui signifie par conséquent que les Google Mobile Services ne sont pas présents. Ça a été remplacé par les Huawei Mobile Services, qui ont pour vocation finalement à permettre d'utiliser différents types de logiciels qui vont venir remplacer ceux de Google qui ne peuvent plus dorénavant se trouver sur les téléphones Huawei. Absence des services Google signifie absence du Play Store de Google. Et donc Huawei depuis quelques mois met en avant son App Gallery. App Gallery qui était encore, il faut le reconnaître quand même, pas tout à fait au niveau. J'en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo de la guerre entre Huawei et les États-Unis, ou plutôt entre les États-Unis et Huawei. Donc je vous invite éventuellement à vous reporter vers cette vidéo pour avoir un peu plus d'informations. Sachez cependant que l'App Gallery est aujourd'hui beaucoup plus fourni. Donc c'est un store qui se remplit de façon régulière. On y retrouve beaucoup d'applications, mais évidemment on n'y retrouve pas toutes les applications, et notamment certaines très populaires. C'est pourquoi vous allez trouver une application qui s'appelle TrouveApp. Et cette application TrouveApp, elle en fait un but très simple. Elle va indexer les sites internet, les stores, les magasins alternatifs, les sites des éditeurs, et elle va vous proposer les applications que vous n'aurez pas sur l'App Gallery, comme par exemple WhatsApp, Waze, enfin différents types de services. Vous cliquez sur l'icône, et là il va vous dire cette application est disponible à tel endroit, et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller télécharger directement. Vous n'aurez pas à faire la recherche, cette application l'a fait pour vous. Sachant que vous avez une troisième option, qui est l'application Phone Clone, qui est présente nativement dorénavant sur les téléphones Huawei. Il vous suffit de l'installer sur le téléphone que vous aviez auparavant, que ce soit un téléphone Android ou un iPhone. Elle va vous proposer de cloner en fait tout le contenu de votre téléphone, et elle va le transférer sur votre téléphone Huawei. Et vous allez retrouver, peut-être pas toutes les applications, mais la majeure partie, et vous allez retrouver un téléphone qui va être quasiment le même qu'avant en termes de contenu. Finalement, entre l'App Gallery, TrouveApp et Phone Clone, Huawei a quasiment de quoi permettre de retrouver un téléphone sans que l'embargo se fasse ressentir. Il pourra se faire un peu ressentir, ne soyons pas non plus trop optimistes, mais c'est vraiment une évolution. Je ne m'attendais pas à quelque chose qui avance aussi rapidement, qui avance dans ce sens, et peut-être que Huawei est finalement sur le point de gagner son pari. On verra, il y a encore quand même du travail, mais dans les mois qui viennent, je pense que ça va encore s'améliorer. Sinon, côté logiciel, nous retrouvons évidemment Android 10 avec la surcouche EMUI 10.1 de Huawei. Nous parlions des services Google qui sont absents, donc le Google Assistant, mais Huawei a lancé son propre assistant vocal qui s'appelle Celia. Alors pour le moment, il n'est quand même pas au niveau évidemment de son concurrent. Toujours à la recherche de solutions qui vont concurrencer les services Google. Il y a Google Duo, évidemment, que vous connaissez, qui commence à faire un peu sa place.
eh bien Huawei a lancé MeTime. C'est l'équivalent de Google Duo, et donc c'est un service de visioconférence notamment, qui va être disponible évidemment sur ces téléphones, que l'on peut utiliser également sur les ordinateurs Huawei. Alors, je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore vu l'information pour savoir si cette application sera téléchargeable sur d'autres téléphones. Donc évidemment, pour qu'il réussisse à se démocratiser, il faudra qu'il soit présent sur le plus grand nombre de téléphones possible. Petite fonctionnalité intéressante, mais on voit que Huawei cherche à vraiment devenir un écosystème complet, c'est notamment le fait de regrouper les différents produits utilisés notamment dans la maison en termes de domotique, ça peut être le filtreur d'air, ça peut être des routeurs, via en fait un centre de contrôle que vous retrouverez sur votre téléphone. Un autre élément, c'est la gestion du multitâche. Et il semblerait que de ce côté-là également, Huawei ait fait de gros efforts pour proposer un système qui soit probablement l'un des meilleurs actuellement sur les téléphones. Donc il y a eu un gros boulot de fait. Vous avez également une petite barre latérale, un peu à l'image de ce qu'on retrouve sur les téléphones Samsung notamment, qui vous donne des raccourcis vers vos applications préférées. Donc on voit qu'il y a vraiment tout un écosystème que Huawei est en train, pas forcément de construire parce qu'il existait déjà pour certains, mais il le développe fortement. Et ils sont en train de créer, pour moi c'est vraiment la meilleure comparaison possible, ils sont en train de créer ou d'essayer de créer un équivalent à Apple. Tout un écosystème complet avec les ordinateurs portables, les téléphones et toute la partie logicielle, et ils les font communiquer entre eux. J'étais un peu sceptique il y a quelques semaines lorsqu'ils disaient que même si on leur redonnait accès au service Google, ils ne reviendraient pas en arrière. J'avoue qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins sûr de ma position initiale, et aujourd'hui je pense que c'est réellement l'objectif de Huawei. C'est aller de l'avant et créer leur propre univers. Un domaine sur lequel le P40 était très attendu, c'est évidemment la photo, enfin photo et vidéo. Donc pas de surprise, on y retrouve vraiment des choses très intéressantes. On va commencer par le P40 qui a 3 objectifs photo, un grand angle de 16 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un zoom x3, c'est un objectif de 8 mégapixels. Le P40 Pro quant à lui a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 40 mégapixels, un zoom x5 sur un objectif de 12 mégapixels, un capteur TOF qui va servir pour le calcul de la profondeur de champ, et un capteur de température des couleurs. Et ensuite le P40 Pro Plus, quant à lui, eh bien, on va retrouver un grand angle de 50 mégapixels également, un ultra grand angle de 40 mégapixels comme le P40 Pro, un zoom x3 de 8 millions de pixels, un zoom x10 de 8 millions de pixels, le capteur TOF et le capteur de température des couleurs. Donc vous voyez que la différence, c'est au niveau en fait du zoom, où on retrouve 2 capteurs différents. Ce capteur principal de 50 millions de pixels, c'est le même sur le principe que celui du P30 Pro et du Mate 30 Pro. Son autofocus est a priori un autofocus beaucoup plus performant. Bon, ce sont des promesses qu'il faudra vérifier dans les faits, mais en tout cas, a priori, c'est un autofocus qui devrait être beaucoup plus rapide. Et pour le capteur photo en frontal, sur la face avant, c'est un capteur de 32 millions de pixels sur tous les modèles de P40. Alors a priori, un petit peu comme on peut le retrouver chez Apple ou sur les derniers Samsung, il y a la possibilité de faire une petite vidéo qui va permettre d'en retirer les meilleures images, les meilleures séquences, et ensuite les partager. Pour ce qui est de la vidéo, on peut enregistrer en 4K 60 fps. Alors une chose qui n'est pas forcément très présente, c'est ce qu'ils appellent le Dual View. Ça vous permet en fait d'enregistrer sur 2 capteurs en même temps. Un exemple concret, vous filmez avec la caméra de selfie, et en même temps, avec des caméras arrière, vous filmez ce que vous avez en face de vous. Ce qui intéresse tout le monde, c'est la partie tarif. De ce côté, ça va être très simple, à une petite exception. Le P40 sera disponible en version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à partir du 20 avril au prix de 799 €. Le P40 Pro à la même date sera disponible en 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Alors, il a été annoncé à 999 € et c'est ce qui figure sur les visuels, mais on les retrouve en réalité en magasin à 1099 €. Bon, je ne m'explique pas tellement la différence de 100 €, mais elle est là. Le P40 Pro Plus, pour sa part, en version 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, arrivera lui seulement en juin 2020 au prix de 1399 €. Concernant le P40 et le P40 Pro, durant la période de pré-lancement, donc jusqu'au 20 avril, il faut savoir qu'il y a une réduction de 150 € sur ces 2 téléphones qui est appliquée. Donc ça met le P40 à 649 € et le P40 Pro à 949 €. En plus de ces 150 € de réduction,
une Watch GT2 est offerte en même temps. Et il faut reconnaître que la baisse de 150 € plus la montre, ça rend vraiment l'offre quand même relativement attractive. Mais sachez également qu'au-delà de la période de précommande, c'est-à-dire entre le 21 avril et le 31 mai, il n'y aura plus les 150 € de réduction, il n'y aura plus la Watch GT2, mais donc Huawei offrira des écouteurs FreeBuds 3 durant ces 5 semaines qui suivront le lancement officiel de la vente. En conclusion, ce que l'on peut dire sur ce P40, il ne va pas forcément plaire à tout le monde, c'est évident, mais quelque part, il est plus ou moins dans ce qui se fait en début d'année 2020 dans la catégorie premium, donc on va dire qu'il est à peu près équivalent aux autres de ce côté-là. La construction sera une très bonne construction, n'en doutons pas. Huawei sait faire des téléphones très qualitatifs, donc j'ai envie de dire que de ce côté-là, le téléphone est plutôt bien positionné. En tout cas, il n'est pas moins bien positionné que la concurrence. Côté hardware et même photo, j'ai envie de dire, le pari de Huawei est finalement de faire quelque chose de maîtrisé. Ils ont préféré faire un téléphone qui soit moins dans la débauche de spécifications, mais je pense probablement plus dans une bonne maîtrise, dans quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Par exemple, au niveau de la mémoire, nous n'avons que 8 Go là où les autres ont tendance à en mettre 12. Nous n'avons que 50 millions de pixels pour le capteur principal, là où on va retrouver 64 et même chez certains concurrents 108 millions de pixels. Donc Huawei n'a pas joué le même jeu que la concurrence de dire qui va en avoir le plus. Je pense qu'ils ont cherché à renforcer ce qu'ils maîtrisaient déjà et à le rendre encore plus efficient. Et globalement, j'ai envie de dire que c'est probablement un pari relativement judicieux. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît, ça sort un petit peu du lot. Et justement, pas forcément en sortant du lot en faisant mieux que les autres, mais en faisant quelque chose de peut-être mieux maîtrisé. Je dis peut-être, évidemment, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, je trouve l'approche intéressante. Alors par contre, au niveau tarifaire, autant l'offre de pré-lancement, je la trouve très intéressante. Je pense que là, c'est vraiment un téléphone qui peut être intéressant pour beaucoup de monde. Après, ça sera un petit peu moins évident, d'autant que si on prend par exemple le Samsung Galaxy S20, il va déjà avoir plusieurs semaines de commercialisation. Ses tarifs ne feront que baisser, puisqu'ils ont déjà commencé. Et là, il sera un peu plus compliqué d'avoir un téléphone compétitif face à Samsung, qui en plus a l'avantage de bénéficier des services de Google. Donc, c'est un positionnement qui est intéressant au tout début, qu'il sera probablement un peu moins après. Il est évident que tout le monde ne pourra pas y trouver son compte, parce qu'il y aura forcément des gens un peu déçus par l'utilisation logicielle et les absences liées à l'embargo. Mais j'ai quand même le sentiment que Huawei a fait un vrai travail de fond, et je pense que ça devrait correspondre à une très large majorité d'utilisateurs qui ne devraient pas forcément ressentir la différence. Donc un téléphone à suivre, un téléphone qui me surprend agréablement. On verra comment il va évoluer dans sa carrière et est-ce qu'il va malgré tout réussir à se vendre, ce qui n'est pas forcément un pari gagné d'avance. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a apporté quelques réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça permet de faire connaître la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.